Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture. Je commence ce point lecture avec les chroniques de Pulpillac, le tome 1, Quand les poules avaient des dents, de Jean-Luc Marcastel chez Lynx Éditions. Je vous montre quand même la magnifique illustration et c'est tout découpé. Alors dans ce livre on va suivre une classe qui va partir faire du camping lors d'un week-end. Malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Les professeurs vont demander à 5 élèves d'aller chercher du pain et des œufs en grosse quantité pour faire une omelette géante pour le soir. Et c'est alors que commencent les péripéties. Donc on va suivre les 5 adolescents qui sont mandatés sont Aurélien, qui est un garçon assez discret, solitaire et qui a un besoin vital d'écrire. Au début c'était un simple passe-temps et puis ça a pris une place de plus en plus importante dans son quotidien. On a Atsuko qui est une vraie geekette qui dit clairement ce qu'elle pense, elle ne mâche pas ses mots et pour elle la loi du plus fort est une règle complètement ridicule et elle ne se prive pas pour bien le faire comprendre. On a également Aurore qui est la fille belle, populaire, que tout le monde aime et je m'attendais à ce qu'elle soit agaçante au possible et au final on découvre certaines choses sur elle qui font qu'on l'apprécie plutôt pas mal. On a également Jean Martial, donc c'est un peu l'équivalent de la brute du clan, hein, clairement. Il aime faire peur aux petits, il est arrogant, il est suffisant, c'est une grande gueule, on a juste envie de le tarter une bonne dizaine de fois minimum dans ce court roman. Mais peut-être cache-t-il lui aussi quelque chose. Et le dernier élève est... Alors il s'appelle Samir, il souffre de dyslexie, il n'est pas spécialement bien vu des enseignants vis-à-vis de ça et du fait qu'il vit dans une cité difficile. Mais c'est un garçon hyper attachant, débrouillard, qui apportera sa pierre à l'édifice et c'est le personnage sans doute que j'ai préféré avec Aurélien en fait. J'ai beaucoup aimé Samir et j'ai trouvé qu'il en avait des choses à nous apprendre et il nous offre une belle leçon de vie également. Donc on va les suivre tous les 5 qui donc partent au village qui a un certain... Il y a un peu de temps de marche clairement pour y arriver depuis là où ils ont monté le campement. Et ils vont devoir traverser une forêt et découvrir une ombre plus qu'inquiétante ainsi que des bruits bizarres. Ils arrivent au village et là le village est désert. Il ne reste plus qu'une dame à la boulangerie et une personne... à la ferme du village en fait tout simplement. Les animaux disparaissent, les chiens disparaissent sans qu'on sache pourquoi et nos 5 amis vont très vite le découvrir à leurs dépens et ils vont donc se faire pourchasser, ils vont mettre leur vie en danger et j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois c'est pas le genre de créature qu'on a l'habitude de rencontrer comme créature terrifiante et pourtant la façon dont Jean-Luc Marcastel l'a décrit, j'avoue que je prendrais mes jambes à mon cou moi aussi clairement, hein. Je m'empêterai pas, je fuirai aussi loin que je peux. Hein. J'ai beau être courageuse, je suis pas non plus suicidaire en fait. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les différences de caractère entre nos personnages. Ils ont chacun une personnalité différente et ils apportent chacun quelque chose au groupe. Même si pour certains il va falloir bien gratter la surface avant de trouver qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait et qui ils sont vraiment. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre. Ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog, donc je vous la laisse en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. Jean-Luc Marcastel a réussi une fois de plus à me séduire après le premier tome de l'Auberge entre les mondes. Je dois dire que j'ai passé un excellent moment avec celui-ci et qu'il me tarde de retrouver nos personnages dans le tome 2 qui est dans ma pile à lire puisque j'avais acheté les deux en même temps, donc ce sera bientôt chose faite. Spiritus Mundi de Marc Gauthier, publié chez Sudaren Éditions. Donc dans ce livre, on va suivre Sarah, une jeune fille qui a 17 ans, je crois, si je me souviens bien. Donc elle est amnésique, elle ne sait pas du tout qui elle est, d'où elle vient, rien du tout, elle ne se souvient plus de rien. Et donc on est dans un monde de fantaisie, j'ai oublié de le préciser. Et donc on va la suivre au fur et à mesure de sa quête initiatique pour savoir qui elle est, d'où elle vient, quelles sont les choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, quels sont ses rêves, quels sont ses doutes, quelles sont ses peurs également. Et on va découvrir les choses en même temps qu'elle. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Alors au tout début du livre, j'avoue que j'étais complètement larguée. Je ne comprenais pas au départ dans quoi l'auteur nous embarquait. Et j'ai persisté. Je me suis dit, allez, j'ai lu 20 pages seulement. Bon, après, il est court, hein, puisqu'il fait, il fait 163 pages. Et puis, c'est écrit quand même assez gros et de façon aérée. Donc, elle va faire des rencontres tout au long de cette quête. Et chaque rencontre a quelque chose à lui apporter. Que ces gens soient du bon côté ou du mauvais, ils vont tous l'aider au final à prendre conscience de certaines choses la concernant. Et vont l'aider à retrouver la mémoire et à savoir qui elle est vraiment. On a entre autres Johan, qui est un jeune garçon têtu, tête à claque, arrogant. Il a du mal à être sérieux, les 3/4 du temps, il prend tout à la rigolade, ce qui peut aussi être facilement énervant au bout d'un moment. Parce que quand on veut avoir des réponses et qu'il détourne tout en plaisanterie, ça peut devenir lourd par moment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a aussi, qui parfois peut être peureux, qui nous montre d'autres choses de sa personnalité. Et j'ai bien aimé que derrière ce qu'il montre à premier abord, il y ait autre chose sous la surface. Sarah va devoir faire face à des situations qui ne seront pas faciles, ni pour elle, ni pour quiconque qui pourrait se retrouver dans cette situation. Néanmoins, elle s'adaptera plus ou moins aux situations, alors avec plus ou moins de mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Sarah ne décide pas, on ne lui dit pas quelque chose et hop, en un claquement de doigts, bon ok d'accord, bon bah je vais faire ça, ça, ça et ça. Non, elle a énormément de doutes, elle met énormément de temps à s'adapter. Quand elle y arrive complètement, ce n'est pas en un claquement de doigts. C'est un travail qu'elle fait sur soi, un travail de réflexion également, un travail de peser le pour et le contre pour savoir où est-ce qu'elle va et est-ce que ce sera vraiment intéressant. Alors je suis désolée que vous preniez le reflet de la fenêtre en fait dans la couverture, c'est pas forcément très agréable. L'auteur a une plume poétique que j'ai beaucoup aimée. La plume est assez bien travaillée d'ailleurs et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre. J'avoue que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai lu. Donc si vous voulez avoir une chronique un peu plus détaillée, regardez la barre d'infos, ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog depuis un petit moment. Mais en tout cas j'ai passé un bon moment avec cette lecture et je remercie encore une fois l'auteur si jamais il passe par là pour l'envoi de ce livre qui m'a permis de découvrir un univers hors du commun et que je n'ai pas spécialement l'habitude de lire clairement. Mais en tout cas j'ai aimé cette immersion et je pense que je regarderai avec plaisir les prochains titres qu'il sortira si tel est le cas. Ensuite, je vais vous parler de Divano, le tome 2 que j'ai reçu en service presse numérique. Donc, je vous glisse la couverture là de David Royer, publié chez Nats Éditions. Donc, dans ce tome, on retrouve nos héros de l'Olympe après ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc, on retrouve Opal qui ne comprend toujours pas pourquoi son mentor Yvan a agi comme ça. Qu'est-ce qu'il a en tête? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça cache au final? Et donc, on va la suivre. Elle va évoluer au niveau de l'Olympe, mais aussi sur Terre, puisqu'elle se voit confier une mission qui consiste à chasser les Gremlins. Alors c'est pas tout à fait les mêmes bestioles qu'on peut rencontrer dans le film du même nom, mais j'ai aimé leur particularité. Eux, si vous voulez, ils se nourrissent de tout ce qui est informatique, et donc elle se retrouve dans un campus universitaire à devoir mener sa petite enquête. Elle fait des allers-retours entre l'Olympe et le monde terrestre, on va dire ça comme ça, et les choses ne sont pas forcément toutes simples pour elle. Il y a beaucoup de choses, elle a beaucoup de questions en tête, elle ne comprend pas tout, en plus elle va découvrir des choses qui vont lui faire se poser énormément de questions et remettre pas mal de choses en question. Elle se retrouve également souvent avec Sveltana, avec Yishina, je sais pas comment on le prononce, qui est à la base la partenaire dans la vie privée d'Yvan, qui du coup se retrouve seule du jour au lendemain et qui a bien du mal, malgré qu'elle soit la déesse de la nature, elle a bien du mal à maîtriser ses émotions et elle est assez dévastée par le départ d'Yvan. On retrouve également l'infernal Nettie, qui est juste exécrable au possible. C'est un personnage qu'on déteste très facilement. Elle voue une certaine haine à Yvan. Elle voue une haine à Opal sans qu'on sache vraiment pourquoi, encore à l'heure actuelle dans le tome 2. Pour l'instant, je ne sais pas trop quel est son véritable problème en fait. Mais elle est vraiment, c'est une nana psychopathe en fait.
Donc elle va nous en faire voir encore une fois de toutes les couleurs, aussi bien au lecteur qu'au personnage. On retrouve également Octavius, Arès, on va recroiser Yvan, on va recroiser... alors j'ai perdu son nom. Je ne sais plus le nom des autres personnages. Bon, en tout cas, on retrouve tous les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. On avance dans l'histoire de pourquoi Yvan est parti, pourquoi Yvan a fait ce qu'il a fait. Quels sont les véritables enjeux de l'Olympe. Est-ce qu'on est vraiment transparent envers Opale ou non. Pourquoi on se méfie d'elle, pourquoi on lui en veut, pourquoi on lui confie les pires missions. On va vraiment rentrer dans encore une fois dans ce monde qui est assez singulier, qui est plein de mystères, plein de noirceur également par certains moments, plein de quêtes, on va dire, c'est pas vraiment des quêtes de pouvoir, mais il se passe des choses louches sur l'Olympe et on a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir pourquoi tel personnage agit de cette manière. Et encore une fois, les personnages, aussi bien que l'intrigue, sont la force de ce roman. J'avais adoré le premier tome qui était passé à un cheveu du coup de cœur. Celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu moins bon, mais il reste quand même excellent. Et ma chronique n'est pas encore sur le blog, mais elle le sera très prochainement. Et en tout cas, je me plongerai dans la suite avec grand plaisir. Et je pense même que je me les prendrai en papier la prochaine fois que je vais sur un salon et que le stand de Nats Édition est présent. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Creative Thing, donc le tome 1 de Rachel Bartolo, pas toujours sur le droit chemin, publié chez Sharon Kenna. Donc c'est une romance, on peut dire young adulte, qui fait 157 pages. Donc il faut savoir que il n'y a pas de scène de fesses. Donc on peut la classer dans la catégorie young adulte parce qu'il n'y a rien. En fait, les scènes de fesses, on se doute qu'il va se passer quelque chose, mais on le next. Ce qui est des fois pas plus mal aussi, ça fait aussi du bien de lire des romances où on sait qu'il va se passer quelque chose de plus sans qu'on nous le détaille en long, en large et en diagonale. Voilà. Donc dans ce livre, on va suivre Cassandra Duchemin, dite Cassie. C'est une jeune femme qui a des rondeurs, qui s'assume, qui a une grande gueule. Donc ça, on va le retrouver dans tous les personnages de la série. En fait, toutes les héroïnes de cette saga ont une grande gueule et elles ne s'en cachent pas. Donc elle va être... elle pose des candidatures, etc. Et Creative Thing, donc une boîte de communication. C'est ça, une boîte de communication, j'étais en train de chercher si c'était bien ça. Parisienne va la contacter, donc il s'agit de Creative Thing. Et il lui propose un entretien et en fait il s'avère qu'elle va être manager de deux pôles. Le pôle graphisme et le pôle... Alors, c'est le pôle graphisme et le pôle marketing. Donc il faut savoir que quand elle va prendre ce poste, elle ne va pas se faire que des amis, puisqu'on a Anthony, quelqu'un qui essaye d'avoir cette place depuis 5 ans et qui ne l'obtient pas. Donc il pense qu'elle est arrivée par là par piston et il ne compte pas se laisser faire et il compte bien prendre la place il estime qu'elle est pour lui, cette place. Elle va également retomber sur apparemment quelqu'un qu'elle connaissait de l'école, dont elle ne se souvient absolument pas, donc un certain Sylvain Delmotte. Donc autant vous dire que celui-ci, je l'aurais bien pris, je l'aurais bien jeté par la fenêtre. Donc voilà, c'est pour vous dire. Hein. C'est le genre de personnage qu'on déteste dès le premier instant en fait. Et donc on va suivre l'évolution de Cassie dans son nouveau métier, sachant que c'est la première fois qu'elle exerce un métier professionnel, puisqu'elle a fait pas mal d'études et qu'elle vient juste de les finir. Et les difficultés auxquelles elle va devoir se confronter entre Sylvain qui est responsable de l'un des pôles et Anthony qui est responsable de l'autre. Et qui n'accepte pas qu'elle ait la place à sa place. Enfin, qu'elle lui ait pris sa place en gros. Un beau jour, la fille d'Anthony, Amélie, va se retrouver dans les bureaux de Creative Thing. Et pour ne pas qu'elle traîne dans l'entreprise toute seule, Cassandra va se transformer un petit peu en babysitter le temps d'une après-midi et va faire connaissance avec cette jeune fille qui va tout de suite adorer Cassie et qui... a de la répartie. Franchement, Amélie, c'est une vraie petite chippie. Elle a de la répartie, elle se laisse pas faire, elle met toujours les pieds dans le plat, mais on pourrait pas faire pire, clairement. Et c'est vrai que j'ai aimé découvrir aussi bien la vie de Cassandra, sa personnalité, ses rêves, ses doutes, que l'histoire et le vécu d'Anthony, qui derrière ses airs de brute ou de
d'homme assez rustre et franchement pas social quoi au départ. J'ai aimé découvrir quel était son vécu, les choses par lesquelles ils sont passés qui ne sont pas forcément faciles. Que si lui peut t'accepter, il y a des choses qu'il ne peut pas t'accepter vis-à-vis de sa fille. Et c'est vrai que on nous plonge donc dans le milieu du travail avec tout ce que ça implique également, mais avec les vies personnelles de chacun à côté et le fait qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par les premières impressions qu'on peut avoir de lui et que certains peuvent être de bonnes surprises comme d'autres peuvent se révéler être juste de gros connards en fait, qu'on n'a pas envie de connaître et que si on pouvait dégager au plus vite, on le ferait avec plaisir. Donc bien évidemment c'est des romances, donc je ne vous cacherai rien en vous disant que Cassie va tomber sous le charme d'un certain personnage masculin. Et mon personnage coup de cœur de ce tome-ci, ça reste Amélie, qui m'a fait exploser de rire à plusieurs reprises. Au boulot, on a dû me prendre pour une cinglée, puisque je disais ça sur ma pause repas le midi. Donc sachant que moi le midi, vu que je travaille dans un open space et que je réponds au téléphone toute la journée, comment vous dire que j'entends bien assez de bruit toute la journée. Donc le midi, je vais manger dans ma voiture, au calme. Sauf que je ne suis pas la seule à faire ça. Et que vu qu'il fait très chaud en ce moment et que je mange avec les fenêtres ouvertes dans la voiture, histoire d'être bien au calme, tranquille, on a dû m'entendre exploser de rire un paquet de fois. J'ai dû passer juste pour une fille complètement fêlée. Mais ce n'est pas grave, l'humour de Rachel marche toujours chez moi. J'ai aimé la crédibilité des personnages. J'ai aimé le côté réaliste de l'histoire et du fait qu'on se dit que ces personnages, on pourrait les rencontrer au détour d'une rue. Ça peut être des voisins, ça peut être des connaissances, des amis, la famille. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment le point fort dans ce premier tome. Rachel a toujours une plume aussi prenante, aussi fluide. Elle a un humour toujours décalé qui fonctionne mais du tonnerre de Dieu avec moi et je ne peux que vous le recommander. Ça fait 157 pages. Le livre est à peine à 10,50 € sachant qu'ils existent également en numérique. Et si vous voulez une romance légère mais qui aborde des sujets pas forcément aussi légers justement, mais une romance touchante, agréable, avec beaucoup d'humour, je peux que vous reconseiller, je peux que vous recommander plutôt cette série qui moi m'a fait, elle m'a transportée, elle m'a convaincue et je me suis très vite plongée sur la suite comme vous allez vite le voir. Ensuite je vais vous parler de l'Eben's Tunnel, le tome 3 d'Oxanao publié chez Rebelle Éditions. Donc ceux qui suivent la chaîne et le blog depuis un petit moment, vous savez que j'aime cette série d'amour. Que j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, même si j'ai maudite l'auteur à chaque fois pour ses fins. Et donc là, c'est enfin l'heure de la conclusion. Donc on retrouve Krista qui se retrouve dans une situation assez compliquée. Je vais rester évasif pour ne pas du tout spoiler les gens qui n'auraient pas lu la saga et qui tomberaient sur cette vidéo. Donc Krista est encore une fois dans la merde, mais jusqu'au cou. Si dans un premier temps, elle a tendance à vouloir baisser les bras, il y a des choses qui vont se passer qui vont l'obliger à se remettre en question, à se remotiver et clairement à faire les choses qu'il faut faire et à ne pas abdiquer, à ne pas se laisser faire et à ne surtout pas abandonner, ce serait la pire chose qu'elle puisse faire. Donc on la retrouve dans un contexte assez particulier, elle va rencontrer de nouveaux personnages. Par moments elle va revoir entre autres Eden, Misha, et là je me sens con, j'ai oublié le prénom de mon chouchou. Elias. Oh, j'ai plus qu'à aller me cacher là sur ce coup là. Et Elias. Alors elle ne sait pas si c'est parce que ce qui s'est passé dans les événements, dans les tomes précédents font qu'elle a un certain manque inexplicable. Si c'est tout simplement des hallucinations de par ce qu'on peut lui faire subir. Elle ne sait pas ce qu'il en est, elle est complètement perdue. Mais elle va vite retrouver sa rage de vaincre et nous offrir encore une fois une dernière aventure, une dernière épopée. Et elle n'a pas dit son dernier mot et elle compte bien pourrir le gouvernement en place. Je peux pas vraiment vous en dire plus sur l'intrigue sans spoiler. En tout cas, j'ai aimé le caractère de Krista. Elle n'est pas parfaite, par moments elle a des moments de doute, elle a des moments où elle est effrayée pour ne pas dire limite sur le point de faire une crise cardiaque en découvrant certaines choses. Elle est toujours aussi attachante, elle a ses moments de doute, ses moments de faiblesse. Elle se remet en question, elle doute de tout, elle doute de ce qu'elle a pensé être la réalité, de ce qu'elle est vraiment. Et elle se remet sans cesse en question et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez notre héroïne.
le fait qu'elle peut être battante, tout comme il y a des moments où elle est épuisée moralement, physiquement, et que n'importe qui d'autre à sa place baisserait les bras, elle baisse les bras également. Elle se ressaisit, mais il y a des moments où elle est dans le flou, des moments où justement elle est trop faible, elle n'a plus la force, elle n'a plus le mental pour poursuivre. Et c'est au détour de nouvelles rencontres qu'elle va retrouver ces aspects-là et qu'elle va se dire que non, ça peut pas s'arrêter comme ça, il faut qu'elle fasse quelque chose et que et qu'il faut qu'elle leur fasse payer en fait. Et j'ai vraiment adoré ce dernier tome. Après, on a les réponses à nos questions. La seule chose qui m'a un peu gênée, c'est que la fin est trop ouverte pour moi en fait. On a beau avoir les réponses à nos questions, la fin nous fait poser d'autres questions auxquelles on n'a pas de réponse puisque c'est une fin ouverte. Donc Oksana le sait que j'ai un problème avec les fins ouvertes, hein, comme toujours de toute façon. Moi j'aime les fins bien fermées, je n'aime pas quand c'est ouvert. Donc voilà, c'est juste le petit point négatif, c'est la fin ouverte. Après certaines personnes trouveront que c'est suffisant et que le final était très bien comme il était. Moi après c'est mon choix, c'est mes goûts à moi. Moi j'aime bien les fins vraiment clôturées. Et on termine donc avec le tome de Creative Thing. Alors je me souviens jamais des titres, alors je crois, attention je vous le mets là, que c'est pas toujours sage comme une image. Toujours de Rachel Berthelot chez Sharon Kena. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai enchaînés. Et dans le prochain point lecture, vous verrez mon avis sur le tome 3. Et dans celui d'après, celui sur le tome 4. Donc c'est pour vous dire. Donc dans ce livre, on va suivre Daphné. Donc non, je dis des bêtises en plus, ça c'est dans le tome 3. Dans ce tome 2, on va suivre Andy, donc Andrea, la meilleure amie de Cassie. Qui, après la séparation avec son petit ami, se retrouve avec un appartement à payer. Elle n'a pas de travail, elle est là beau enchaîner les candidatures, malheureusement personne ne la contacte et Cassandra va donc la faire rentrer chez Creative Thing pour un stage, sachant qu'elle n'a aucune compétence dans ce domaine, que c'est alors premièrement c'est une très grande gueule et en plus je pense, alors si Cassandra est maladroite dans le tome 1, vous n'imaginez pas à quel point Andrea peut l'être dans le tome 2, elle est gaffeuse, elle est maladroite au possible et ça nous révèle et ça nous promet des situations bien cocasses dans l'entreprise. On va également suivre Alexis qui est le meilleur ami d'Anthony et qui souffre d'un mal et qui se retrouve en fauteuil roulant. Donc il n'est pas paralysé mais il n'a plus de force dans les jambes. J'ai oublié le terme donc je préfère pas le dire pour ne pas dire de bêtises. Et du coup il est en fauteuil roulant parce qu'il a du mal à tenir appui sur ses jambes tout simplement. Et donc on va les suivre tous les deux. Andy qui découvre l'entreprise, qui découvre les personnages, qui va se retrouver à l'intendance et dans le coin imprimerie. Elle va rencontrer notamment Julien qui a toujours le petit mot pour faire rire, le petit mot pour la chambrer, pour la taquiner. Et j'ai beaucoup aimé leur amitié. On va aussi rencontrer Ophélie. On va rencontrer plein d'autres personnages comme ça et c'est vrai que mais encore une fois les personnages sont hyper attachants. Ils ont tous leur vécu, un vécu différent, ils ont tous des attentes, des rêves, des doutes différents les uns des autres. C'est un joyeux mélange qui nous propose des échanges verbaux assez comiques, qui nous propose aussi des coups de gueule, des coups de sang, hein, parce que tout n'est jamais parfait. Et Alexis, alors c'est mon coup de cœur de cette série pour l'instant. Sur les 3 premiers tomes que j'ai lus, c'est mon personnage coup de cœur masculin. Dans chaque tome, il y a à un moment donné un passage où on se retrouve dans la tête, dans la tête du personnage masculin. Et comment vous dire que ce passage m'a complètement retournée, j'ai fini en larmes. Et dès le début, j'aimais beaucoup Alexis, j'aimais beaucoup sa façon d'être, sa façon de se comporter. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui. Ouais, le passage qui le concerne m'a fait prendre conscience de certaines choses différemment et j'adore ce personnage. Et je pense que je me relirai ce tome juste pour retrouver Alexis clairement. Hein. Mais encore une fois, on retrouve les personnages du premier tome. Alors on a le duo, on a Amélie d'un côté, la petite Chippy et Julien le taquin. Avec eux deux, vous ne pouvez pas ne pas rigoler pendant votre lecture, clairement. C'est une série de romances légères, mais qui toutefois peut aborder des sujets beaucoup plus délicats, beaucoup plus compliqués sur lesquels on ne rit pas forcément. Et pourtant, Rachel Berthelot,
tourne ça à la dérision, tourne ça à la rigolade, sans manquer de respect bien entendu à ces personnes. Mais elle fait ça sur le ton humoristique et ça passe super bien. Au début, quand il y a la première gaffe de Andy par rapport à Alexis, je me suis dit, oula, ça promet. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Et puis alors elle enchaîne, hein, bourde sur bourde sur bourde. Et plus elle essaie de se rattraper, plus elle s'enfonce. Donc voilà. Mais j'ai trouvé que le tout était fait quand même mine de rien avec subtilité, avec humour. Et c'était super agréable à lire encore une fois. Donc ce tome est un gros coup de cœur pour moi. Et donc j'ai enchaîné avec le tome 3 et le tome 4 passera donc la semaine où je suis en train de vous tourner cette vidéo. Mais en tout cas si vous ne connaissez pas, ce sont des romances qui font environ 160 pages, 170 pages, qui sont hyper addictives, hyper prenantes, les personnages sont réalistes et j'adore cette série. Donc voilà, mes chroniques des 3 premiers tomes sont d'ores et déjà sur le blog si vous voulez voir ce qu'il en est. Mais voilà, c'est un peu plus détaillé, puis vous avez des extraits... à chaque fois, vous avez 3 extraits par livre lu. Donc si vous voulez voir à peu près dans quel genre ça peut se situer, n'hésitez pas à aller voir les liens. Enfin, cliquez sur les liens pour aller voir mes avis. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si ces livres vous font envie ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des titres que vous souhaiteriez me recommander, comme d'habitude, je suis preneuse. Alors je ne les lirai probablement peut-être pas tout de suite, mais n'hésitez pas puisque je me fais un carnet et je garde vos suggestions dans ce carnet pour piocher éventuellement par la suite. J'irai voir ensuite les résumés et ceux qui me font envie, je les garde dans ce carnet, j'essaye de me les procurer au fur et à mesure. Donc voilà, sur ce, j'arrête de blablater pour ne rien dire. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.